Moi, personnellement, les choses que j'ai vécues, j'ai vécu 3 explosions, dont 2 qui ont détruit ma maison. C'était plus la ville où j'avais grandi en fait. Tout était détruit. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de route, il n'y avait plus de voiture. J'arrive à le faire quand c'est quelque chose qui me tient à cœur. Venir en France, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Élodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leur histoire. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Bonjour Camille, je suis hyper contente de t'avoir en face de moi. Bonjour. Je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation et que tu puisses nous parler de toi et de ton parcours parce que tu es arrivée cette année à La Roche et tu viens du Liban. Est-ce que tu peux nous expliquer tout, c'est-à-dire peut-être commencer ton enfance, puis à un moment donné, qu'est-ce qui t'amène à tout quitter pour venir en France? Et puis après, comment ça se passe par ici? Ok. Moi, j'ai vécu toute ma vie au Liban. Je suis née au Liban et j'ai vécu au Liban jusqu'à mes 16 ans. Et puis, non, jusqu'à mes 15 ans. Et puis, j'ai décidé de venir en France parce que mes parents ont vu que la situation ça allait pas bien et que il y avait pas mal de problèmes politiquement, économiquement et surtout pour ma sécurité. Ils ont trouvé que la meilleure option c'était de venir ici, vu que mon oncle venait d'emménager à Paris. Donc ils se sont dit pourquoi pas, ça pourrait être une option de venir ici, si ça peut m'assurer une bonne année de seconde euh, en présentiel et une nouvelle expérience, pourquoi ne pas le faire? Et tu peux nous expliquer, c'est quoi le Liban aujourd'hui? Ah. Ou c'est quoi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Liban pour ceux qui connaissent rien sur ce pays? Donc c'est dans la mer Méditerranée. Oui, c'est en fait dans le Moyen-Orient. C'est un très beau pays parce que il y a accès à la mer et à la montagne. Moi, par exemple, quand je skie là-bas, je skie sur une montagne à 2500 mètres d'altitude et on peut y arriver en 1 heure de voiture. Donc, c'est, enfin, c'est très pratique et ça permet d'avoir plein de diversité de paysages. On peut aller à la mer et à la montagne dans la même journée. C'est un peu ce que tous les Libanais disent. Et, et donc vraiment, c'est un pays très beau, mais qui est dirigé par des personnes un gouvernement un peu corrompu. Je pense que c'est pas lié à l'argent, c'est plutôt lié à la mauvaise gestion de l'argent du pays. Euh, Au lieu de bien dépenser de l'argent, il y en a qui volent un peu d'argent. On a un pays très endetté et donc ça fait que le pays n'est pas du tout développé, alors que c'est censé être un très beau pays. C'était un très beau pays, quand mes parents étaient jeunes, avant la guerre, c'était un très très beau pays qui était vraiment sur le bon chemin. Mais voilà, maintenant à cause des gens qui le gèrent, c'est plus ce que c'était. Quand tu parles de la guerre, c'est la guerre civile. Oui, parce qu'il y a eu la guerre civile au Liban quand mes parents avaient mon âge. Mais et oui, je pense que déjà ça a affecté le Liban. Et puis je pense que le Liban a jamais pu vraiment s'en remettre. Il y a eu aussi beaucoup d'autres choses après. Comme Enfin, moi personnellement, les choses que j'ai vécu 2 explosions, trois explosions qui ont dont 2 qui ont détruit ma maison. En fait, j'en ai vécu beaucoup, mais il y en avait qui étaient plus loin, donc qui m'ont pas vraiment affecté. Mais il y en a 2 qui m'ont vraiment beaucoup affecté. Une en 2012, qui était donc une voiture piégée, mais qui visait vraiment une personne, donc on s'est pas vraiment senti
on se sentait encore en sécurité parce qu'on savait que c'était un attentat, c'était pour viser une personne. Et toi, t'étais à côté? C'était dans la rue parallèle à ma maison. D'accord. Et c'était une voiture piégée. Et là, c'était en 2012. Et voilà, ma maison, enfin, les vitres se sont cassées, les portes et tout. Enfin, ma maison était très affectée. C'est quelque chose qu'on croise fréquemment, des attentats? Pas vraiment, non. Mais enfin, quand c'est des attentats, c'est souvent des attentats visés contre les politiciens ou des choses comme ça. Donc c'est pas vraiment des. Sinon, on n'a pas beaucoup d'attaques terroristes. Et puis l'explosion du 4 août, c'était pas vraiment une attaque. Enfin, on sait pas encore si c'est un problème, euh, juste un hasard, ou si c'était planifié, ou si c'est. Un accident? Oui, un accident, on sait pas. Mais Elle a eu quel impact sur toi, l'explosion du 4 août? Donc le 4 août, le port de Beyrouth explose, ouais. tue beaucoup de gens, blesse beaucoup de gens. Et toi, personnellement, à quel niveau t'as été affectée dans cette explosion-là? Bah déjà, c'est celle qui m'a le plus affectée donc de toutes celles que j'ai vécues parce que c'était il y a pas longtemps et que j'étais assez grande pour vraiment la vivre parce que quand j'étais petite, je vivais pas vraiment les autres explosions. Enfin, on me disait qu'il y avait eu un truc, on m'expliquait pas vraiment en détail. Mais là, enfin, j'étais pas à Beyrouth au moment de l'explosion, mais j'étais à la montagne et j'ai bien entendu le bruit. C'était un bruit que j'avais jamais entendu avant. C'était vraiment hyper fort. Et, et même jusqu'à la montagne chez moi, les vitres ont tremblé. Enfin, Jusqu'à la montagne, les vitres ont tremblé. oui. Alors que moi j'habite, enfin à la montagne, on habite à 1 heure du port. Donc c'était vraiment enfin moi j'ai senti un peu l'explosion même à la montagne chez moi. Et puis donc comme ma sœur elle travaille à la Croix-Rouge libanaise, elle a dû descendre, elle a dû aller donc à Beyrouth euh, direct immédiatement après l'explosion. Moi, je suis restée le premier soir avec ma deuxième sœur. On était toutes les deux et on n'arrivait pas à dormir. Et puis le lendemain, je suis descendue et c'était vraiment horrible de voir. Enfin, c'était plus la ville où j'avais grandi en fait. Tout était détruit. Il y avait plus rien, il y avait plus de route, il y avait plus de voitures. Enfin, tout le monde marchait un peu, les voitures allaient à sens interdit. Il y avait plus aucune gestion. C'était comme si, euh, enfin, je regardais ma ville et je me disais, c'est impossible qu'on se reconstruise, c'est impossible que ça redevienne organisé et qu'on revive comme avant. Je pensais que ça allait rester détruit pour toujours. Et ça, c'est un électrochoc pour ta famille? Oui, parce que mon père était à la maison au moment de l'explosion et ma maison a été assez atteinte. Les vitres se sont cassées encore une fois et tout est tombé un peu dans la maison. Lui, il était à la cuisine donc il n'a rien eu. Euh, C'était vraiment de la chance parce que s'il était au salon, les vitres lui seraient tombées dessus. Mais j'ai pas non plus eu enfin ma maison n'était pas vraiment détruite. Ça allait encore par rapport à celle de mes amis par exemple. Tes amis ont eu des maisons complètement détruites. Oui, oui. Et en plus le truc c'est que comme toutes les maisons étaient détruites, tout le monde avait besoin de nouvelles vitres, de nouveaux enfin faux plafonds et tout. Et comme c'est un pays pas très développé, ça a pris du temps pour que toutes les vitres soient livrées. Et avec la crise, enfin, on a dû attendre peut-être. Il y avait des gens qui ont dû vivre 2 mois sans vitres, sans fenêtres, sans rien. Et en plus, le port de Beyrouth, c'est un gros spot d'importation. Tout passait par là. Oui. Donc tout ce qui doit être importé peut plus en plus Voilà. passer par le port. Oui, déjà qu'il y avait la crise donc économique. Donc c'était compliqué de gagner de gagner de l'argent international. Il y avait que l'argent libanais on n'arrivait plus à faire rentrer des dollars dans le pays. C'est quoi la monnaie au Liban? La livre libanaise. Le port, euh, déjà, c'était notre seul moyen d'obtenir ces dollars. Et quand il a été complètement détruit, on n'avait plus rien. On n'a plus le commerce pour échanger des trucs au niveau international. On n'a plus. En fait, on est juste coupé du monde
et laisser avec nos livres libanaises qui ont plus aucune valeur. Par exemple, avant, si on voulait acheter du pain, disons ça coûtait 1 euro. Maintenant, ça va coûter 10 ou 15 euros. Ça a été multiplié par plus que, enfin, c'est 10 fois plus cher qu'avant. Donc, par exemple, si le pot de Nutella coûtait 10 euros, il coûte 100 euros. Et c'est pour ça que c'est très très dur. Si la famille gagne son argent en livres libanaises, enfin si les revenus sont en livres libanaises, il y a plus, on peut plus rien acheter parce que tous les prix ont haussé et que disons les 100 000 livres libanaises qu'on avait avant sont maintenant 10 000 livres. D'accord. Donc il y a plus Encore rien à ce maintenant? prix. Oui. Maintenant, je pense qu'on est à 1 dollar égale 14 700 livres libanaises. Et avant, c'était 1 dollar égale 1500. Comment font les gens? Pour manger, pour vivre? Bah, les gens qui, encore une fois, gagnent leur argent En dollars, ça oui, va? ceux qui gagnent leur argent en dollars, ça va parce que, et même c'est de l'or, parce que c'est de l'argent international et donc ça va encore. Mais ceux qui n'ont pas de compte bancaire ailleurs, c'est fini. Parce qu'en plus, comme les banques libanaises n'ont plus de dollars à rendre aux gens, quand on a un compte au Liban en dollars, ils n'acceptent pas de nous le donner. Enfin, ils ont plus rien à nous donner. Donc C'est un chiffre sur du papier et finalement, oui, il y a plus de billets qui vont derrière. oui. Ils te disent, par exemple, il faut attendre 2 mois pour avoir 50 dollars, il faut attendre. Enfin, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment, les gens qui ont leur compte au Liban, ils arrivent plus à vivre. C'est pour ça qu'on avait fait une collecte de lait, parce que même pour les gens qui n'ont pas d'argent international, donc qui n'ont pas de dollars et qui ont que des livres libanaises, le carton de lait est devenu très 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 cher pour eux. Et puis avec ça, il y a des gens qui renvoient leurs employés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc il y a tout qui s'accumule et c'est pour ça que maintenant c'est très grave. Et donc à ce moment-là, tes parents, alors ils font quoi tes parents? Ma mère, elle est mère au foyer, mais elle fait de la céramique qu'elle D'accord. vend. Et mon père, il est ingénieur civil. Il a enfin c'est le boss d'une compagnie au Liban. Et Donc il reconstruit? oui, oui. Enfin, je pense qu'il s'occupe plutôt de tout ce qui est pont et tout ça. Et donc t'as 2 sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs. Une qui vit à New York et une qui est là à Paris. Et d'ailleurs, maintenant, enfin, avant, quand je venais d'arriver, donc j'étais chez mon oncle. Et là, comme ma sœur est venue, je vis avec elle. D'accord. Du coup, à un moment donné, comment tu décides avec tes parents de partir en France? Et comment vous vous mettez d'accord? C'est quoi le pas? C'est suite à l'explosion? Oui, c'était mi-août. Donc mes parents sont venus un jour. On n'en avait jamais parlé avant, jamais, jamais. C'est juste venu un jour, ils sont venus chez moi. Ils m'ont dit, ma mère m'a dit, j'ai mon frère qui a emménagé à Paris il y a 1 mois. Est-ce que ça te dirait de vivre chez lui? Il a une chambre en plus et il serait prêt à t'accueillir avec mes cousins donc. Et au début, j'étais contre l'idée parce que je voulais rester avec mes amis et faire la fin de mes études au Liban. Et puis, je me suis dit que ça pouvait être une belle expérience et que j'avais besoin de changer d'ambiance et que l'année de seconde au Liban allait être très compliquée et que j'allais probablement rien comprendre aux leçons et que j'allais me retrouver avec plein de lacunes pour le bac. Pourquoi Et t'avais peur de rien comprendre aux leçons? parce que l'année allait être en visio et parce que vu que l'école était très endommagée et que il y avait beaucoup le Covid était pas très bien enfin, Gérer? oui géré. Je savais que l'école allait être en ligne.
cette année. Donc, je me suis dit qu'en ligne, on faisait pas grand-chose et qu'on n'était pas très concentrés. Et je me suis dit que si en France, c'était en présentiel, c'était peut-être mieux pour moi. C'est quoi la situation sanitaire au Liban? Tu sais à peu près comment ça évolue? Là, on enregistre, on est le 10 juin. Oui. Là, ça va beaucoup mieux. La France vient de nous déclarer pays vert. Donc, c'est bien. Euh, je pense que vu qu'on est un petit pays, ça s'est vite... au début, il y a eu un gros pic et puis c'est vite redescendu. Maintenant, on est vacciné. Enfin, il y a pas mal de vaccinations. Pas autant que dans les pays développés, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se font vacciner. Ça prend peut-être plus de temps, mais on y arrive. Et au début, il y avait un problème d'hôpitaux et de médicaments, vu que maintenant ils coûtent aussi 10 fois plus cher et que ils sont plus durs à importer. Euh, oui, il n'y a pas beaucoup de médicaments. Donc au début, c'était dur de s'occuper des cas de Covid, mais maintenant ça va. Et du coup, ton école là-bas, pour ta troisième, puisque ici tu arrives en seconde, ta troisième c'était en présentiel et la fin d'année en distanciel, comme chez nous? Oui, exactement. On a eu donc un confinement, comme chez vous, et donc pendant cette période, on a été en ligne jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, mi-août, fin août, tu te dis que ok, ça va être une super expérience, que tu as envie de quitter tes parents, t'as peur? Non, j'avais pas peur. En fait, je savais que j'étais pas, même si mes parents allaient me manquer, j'allais les voir à chaque vacances. Pour chaque vacance, j'allais revenir au Liban et que je pense que ça me ferait aussi du bien d'essayer de vivre sans eux. Parce que quand on est adolescent, on n'a pas trop envie d'avoir ses parents des fois. Et là, ça va très bien, honnêtement, sans ma mère et mon père, ça va, je suis bien. Ils vont écouter ça, mais c'est pas grave. Je pense qu'ils seront contents de savoir aussi Oui. que tu es bien. Je pense Oui. que c'est l'objectif de tous les parents. Et alors, c'est quoi la première étape? Tu cherches un établissement scolaire, Oui. donc tu postules ici. Oui. Et donc, je regardais un peu ce qui était aux alentours de la maison. Et comme La Roche était à 4 minutes à pied, c'était une très bonne option pour nous. Donc c'est la maison de ton oncle. Enfin, Oui, la maison de mon oncle. Ok. Et et lui, il avait essayé de faire rentrer ses enfants à La Roche, mais ils avaient été refusés. Donc, il a dit que ça avait l'air d'être une très bonne école et que je devrais essayer d'y aller. Et puis, bah, j'ai été acceptée. Ça a pris du temps, mais j'ai été acceptée. Ils ont quel âge, ces enfants? Ils sont jeunes. Ma petite cousine a 8 ans et mon cousin, il a 12 ans. Donc t'es vraiment dans une atmosphère familiale malgré tout. Oui, en plus, ils sont très sympas. Ils ont tout fait pour bien m'accueillir. J'avais ma chambre. Ils étaient très sympas. Et donc t'arrives à La Roche après la rentrée des classes, en décalé. Oui. Euh, tu t'étais arrivé à Paris quoi la veille? Oui, la veille, exactement. Je venais d'arriver. En fait, je pense que j'étais arrivée le soir et le matin d'après, j'ai dû aller à l'école. Comment ça se passe, cette arrivée? Très bien. Je me rappelle que directement, c'est l'administration qui m'a accueillie et qui m'a un peu fait visiter, qui m'a guidée. Et j'étais assez intimidée au début, mais je pense ils m'ont vraiment bien, euh, enfin, ils m'ont vraiment bien accueillie. Je les ai trouvés très gentils et je me sens proche de chacun d'entre eux maintenant. Et Chacun d'entre eux des élèves, non, de l'administration? oui, Ah oui. parce que je pense Bah que c'est super. Je pense que tout le monde a. oui. Non, mais vraiment, en plus, on trouve pas ça dans toutes les écoles, mais ici, vraiment, ils étaient tous très, très gentils. Et je pense qu'en fait, ils avaient un peu pitié D'une jeune fille qui arrive toute seule, sans ses parents, Oui, en début d'année, mais en décalé quand même. ouais. Je pense que tout le monde était un peu
se sentaient un peu, enfin, ils avaient envie de s'occuper de moi et ils l'ont bien fait. Et ta maman était arrivée d'ailleurs à la réunion de parents aussi en disant qu'elle repartait le lendemain Ouais. et que elle te laissait un peu toute seule, mais bien entourée. Ouais. Et avec les élèves, avec la classe, Je pense que j'ai eu la chance d'être dans une classe très 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 sympa parce que on est tous, on se parle tous et je me rappelle qu'au début de l'année, dès que je suis arrivée dès le premier jour, on m'a directement proposé de venir déjeuner. Euh, Ils sont venus et ils m'ont dit est-ce que ça te dirait de venir déjeuner avec nous aux Invalides? Et moi j'ai directement dit oui. Au début j'osais pas trop parler et j'étais un peu intimidée, mais après, maintenant, ça va. Je parle un peu à tout le monde et j'arrive à être moi-même, quoi. t'as réussi à créer des amitiés, des liens malgré le Covid, le confinement. Après, on a été en alternance en demi-jauge avec des classes voilà, en visio, des classes en présentiel. Ouais. Est-ce que ça a été un défi supplémentaire, ce Covid, pour s'intégrer, pour créer des amitiés? Ouais, c'est sûr que c'était plus dur parce que avec les masques, on voit pas trop quand les gens sourient. Donc, en fait, j'arrivais pas trop à montrer mes émotions et à montrer que j'étais sympa. Enfin, je, je devais parler avec les yeux, donc c'était compliqué. Et puis, je voyais pas trop non plus sur le visage des gens. Euh, J'arrivais pas trop à savoir, enfin, la réaction des gens quand ils me voient ou je voyais rien en fait. Donc, c'était assez intimidant. Mais j'ai quand même réussi à créer des liens. Euh, En un an, enfin en une année d'école, j'ai rencontré de très très bonnes personnes que je pense qui vont rester mes amis assez longtemps. Donc c'est bien. Tu as réussi à garder le contact aussi de tes amis du Liban, de Beyrouth? Oui, c'est sûr. Parce que comme on a mis depuis, ça fait 16 ans qu'on est amis. Parce que quand on est né au Liban, on reste au Liban. Et enfin pas pour moi, mais normalement si tout se serait bien passé, euh, c'est des liens. Enfin au Liban, les Libanais tissent des liens très forts entre eux parce que on n'est pas très nombreux, donc tout le monde se connaît d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être le cousin de euh, le mari du cousin ou le fils de je ne sais qui, donc tout le monde se connaît, vraiment tout le monde. Donc c'est un peu dur de quitter hein, ce pays où tu es vraiment très intégré et tu connais beaucoup de gens et arrives dans un pays qui est si grand et où tu connais personne, quoi. J'imagine. T'étais dans le système français, du coup, au Liban? Oui, j'étais dans une école française, donc gérée par la mission laïque française et où on suivait le programme français. On avait aussi le choix de suivre le programme libanais, donc j'avais le choix de faire le brevet français ou le brevet libanais. Moi, j'ai dû faire le brevet libanais. Enfin, je l'ai pas fait, mais Tu aurais dû le faire. oui, j'aurais dû faire le brevet libanais. Euh, et puis on doit présenter le bac français. Et tous les cours sont en français? Oui, on a des cours d'arabe, donc qui sont un peu comme l'anglais ici, peut-être un peu plus, enfin, il y en a plus que les cours d'anglais, mais on avait aussi l'anglais, enfin, on avait l'arabe, l'anglais et le français comme ici. D'accord. En fait, c'est un peu comme si l'arabe remplaçait l'anglais et l'anglais l'espagnol Ok, donc ce ici. serait les cours principaux en français, arabe LV1 et espagnol anglais LV2. Ouais. Tu sais que ici, quand quelque chose est en bazar, je sais pas, ta chambre par exemple, on dit mais c'est Beyrouth dans ta chambre. Ah oui? Oui. On le dit moins maintenant parce que Beyrouth ça a été la guerre civile, ça a Ouais. été tout cassé, et bon, sauf cette explosion hyper récente, mais c'était quand même normalement une ville qui. Mais je savais pas que les gens disaient ça. Ouais, on le dit de moins en moins, mais on peut encore l'entendre, ouais. C'est Beyrouth. C'est Beyrouth, ça veut dire
C'est le bazar. C'est le bazar. Ouais. Bah, ouais. C'est vrai que maintenant, c'est le bazar total, mais c'était très beau avant. C'est encore très beau. Les paysages sont toujours les mêmes. C'est hyper beau comme pays. Mais oui, c'est le bazar. Ton programme de géographie, en fait, tu fais la géographie de la France aussi? Oui. En Et tu fais fait, l'histoire de la France? oui. On fait l'histoire géo au programme français, donc tout ce qu'ils ont appris les gens à La Roche. Plus, ça c'est si on prend le programme libanais, ce que j'ai pris moi. Euh, Si on prend le programme libanais, on fait histoire géo en arabe. Donc le professeur nous parle en arabe. On comprenait souvent rien, mais on essaye. Et puis on doit le présenter au brevet. Donc il y a des questions vraiment d'histoire. C'est pas vraiment le Moyen-Orient, c'est vraiment le Liban. Donc l'histoire du D'accord. Liban, la géographie du Liban. Et en fait, en dehors de ce cours-là, toi, tu pratiquais pas l'arabe? Pas vraiment. En famille, non, pas du tout. Entre amis, non plus. À part de petites expressions qu'ils utilisent même en France. Et En sinon, ville? Pour faire des courses, par exemple? oui, pour faire les courses, avec les taxis, enfin mais il y en a aussi pas mal qui parlent français et anglais. Ils sont un peu tous comme moi, mais plus forts en arabe, quoi. D'accord. Et alors, l'avenir, comment est-ce que t'envisages ça? Les années à venir? Euh, Moi, en venant ici, je savais pas si j'allais rester jusqu'à la terminale. Tu savais que Et t'allais faire toute l'année scolaire? Ou oui, c'était une option quand même que tu rentres en cours d'année quand ah ça non, s'arrange? Non. non, on savait que cette année c'était en France. Mais après, pour l'année prochaine, je sais pas. Je pense que moi j'aimerais bien rester. Le seul problème c'est que ma sœur va rentrer à Dublin parce qu'elle travaille là-bas. Enfin, celle qui vivait avec moi maintenant. Elle va devoir rentrer. Donc là, maintenant, t'as quitté ton oncle pour aller vivre avec ta sœur. Oui. Ok. Et là, ma sœur elle va partir. Et elle fait quoi à Paris? Là, elle est en visio de Dublin. Enfin, elle travaille en ligne, mais elle est censée être à Dublin. Son travail est à Dublin, D'accord. mais il la laisse suivre de Paris, puisqu'ils sont pas en présentiel encore. D'accord. Donc elle travaille à Dublin, mais elle travaille de Paris Oui, pour... donc elle travaille en visio et à distance et tout ça pour son travail de Dublin, quoi. oui. Et donc vous avez pris un appartement toutes les deux? Non, on vit chez la sœur de mon père, mais qui vit pas là. En fait, c'est D'accord. un peu, On vous a prêté un appartement? oui, parce que c'est un peu, elle a cet appartement depuis très longtemps, et donc c'est un peu devenu l'appartement de la famille. Quand il y a quelqu'un qui vient à Paris, il peut s'y installer, donc c'est pratique. Et donc là, on vit là. Et puis comme elle va partir l'année prochaine, on ne sait pas si ma mère va devoir venir, si mon père va rester seul au Liban, si je pense pas que je vais rentrer chez mon oncle parce que j'ai quand même vécu 1 an chez lui. Je vais pas, on sait même pas si eux vont rester, donc c'est un peu compliqué. Mais moi, j'aimerais bien revenir parce que je sais pas si j'ai envie de suivre mes études au Liban. Je pense que là, comme j'ai vu un peu l'organisation, le travail et combien c'était sérieux à l'école, euh, je pense que ce serait mieux pour l'université et ma- pour mon futur de rester ici. T'as vu une différence du coup entre ton école au Liban et ici? Oui, euh, parce que au Liban, on était un peu, on était moins autonome et on était plus guidé par les professeurs. Et là, on est un peu plus, on nous force à vraiment réfléchir de nous-mêmes et travailler seul à la maison et vraiment se pousser à travailler. Alors que au Liban, vraiment, je travaillais pas et il y avait personne qui me disait le contraire. Enfin, C'est pas lié au passage au lycée, cette autonomie en plus ou ça pourrait, mais je sais pas parce que là, comme mes amis étaient en suivaient distanciel? l'école en distanciel, je peux pas savoir combien c'était vraiment sérieux comme année.
Mais je pense que c'est surtout je pense que, enfin, de ce que j'ai remarqué chez les élèves à La Roche, je pense qu'ils ont été éduqués à autant travailler d'eux-mêmes et être autonomes depuis qu'ils sont petits, quand même. Alors que moi, c'était vraiment une gifle que j'ai eue cette année. Quand t'es arrivée? Oui, c'était vraiment une grosse gifle. C'est pour ça que j'ai commencé avec une moyenne assez basse et puis quand j'ai un peu pris le rythme, là, ça va mieux. T'as vraiment vu une différence Ah oui. Mais je suis très, 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 très heureuse d'être venue parce que si je serais pas venue et que je serais restée au Liban, j'aurais jamais eu la gifle de il faut que je me ressaisisse et que je travaille. Je serais restée à rien faire et dans ma zone de confort. Donc là, ça va. Je suis très fière parce que maintenant, je sais qu'il faut que je travaille. Donc, je suis prête pour l'année de première. Alors que si je serais venue cette année, par exemple, ce sera trop tard parce que les notes, elles vont déjà être envoyées à l'université. Ouais, bah, l'année de seconde, c'est un bon tremplin pour se mettre au rythme. Ouais. Comment t'envisages, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Euh, j'ai un peu un rêve. C'est pas un rêve, mais je pense que oui, je vais faire ça. Euh, j'ai envie d'aller dans une école de cinéma parce que je veux être réalisatrice, donc travailler dans tout ce qui est cinéma. Et il y a une très bonne école pour ça à New York. Donc j'aimerais bien y aller, mais c'est très 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 prestigieux et c'est très dur d'être accepté. Donc faut que je travaille dur. Il faut que tu Mais fasses des films où il y a un genre de, comme un book pour oui, cette un école-là. portfolio. Ouais. Mais j'ai pas mal d'idées, donc je pense que cet été, je vais assez filmer et j'espère que ça va rendre des trucs bien. Et je vais demander à mes amies d'être dans mes films, si elles le veulent bien. Et je vais filmer cet été pour commencer un peu à faire mon portfolio pour les universités. Comment tu trouves, comment tu trouves l'énergie de faire les choses quand d'autres ont des idées et puis passent jamais à l'action ou euh, entre vouloir partir en France et faire les démarches, d'écrire des lettres de motivation, de chercher des établissements, de prendre des billets d'avion, il y a un pas. Et puis Ouais. entre vouloir faire une école de réalisation et puis faire des films, faire organiser des tournages, il y a aussi un pas. Comment tu trouves l'énergie de faire le pas qui fait la différence? Bah moi, ma qualité, c'est une qualité et un défaut que j'ai, mais enfin ce pas, j'arrive à le faire quand c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, par exemple, venir en France, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, j'ai pas lâché ma mère. Chaque jour, je lui disais, est-ce que t'as envoyé la lettre? Est-ce que... Donc, on était là pendant des heures le soir à remplir des papiers, des trucs. Alors, on était très motivés pour le faire. On savait qu'il fallait le faire très vite parce que plus on tardait et plus on... Enfin, en fait, c'était un peu... J'avais pas envie de me dire que j'allais faire tout ça et qu'à la fin, ça allait être trop tard parce que j'ai pas assez travaillé et que j'aurais rempli tout ça pour rien. Donc, j'étais vraiment très motivée. Et pour l'école, c'est la même chose. Euh, si on m'aurait dit, il faut que tu travailles très dur pour être dans une école d'ingénieur, comme c'est pas ce qui m'intéresse, j'aurais peut-être pas travaillé. Mais si là, je me dis que si je travaille très dur et ça va me permettre d'aller à mon université de rêve, où je peux avoir une carrière qui est déjà tracée dans mon métier de rêve, qui est être réalisatrice, je ferai tout ce qui est possible. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais en même temps, ça veut dire que c'est des choses qui me tiennent moins à cœur, je mets moins de, je me, je me donne pas à 100%. Ouais, tu fais pas trop par obligation, tu fais plus Ouais, par motivation. ouais, Ah, c'est une belle qualité de poursuivre, de mettre en œuvre les éléments qui permettent de réaliser ses rêves ou ses projets. C'est quand même une belle qualité. Bravo. De faire tout ça à 15 ans, 16 ans maintenant. ouais. Je trouve que c'est inspirant pour plein de gens de voir que tout ça c'est possible, de mettre en œuvre les choses étape après étape pour réaliser ce qu'on a envie, pour atteindre Bah ses oui, parce que objectifs. enfin, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, je pense qu'il faut trouver la chose qu'on a vraiment envie de faire, pas se mentir à soi-même
et vraiment trouver la chose qui nous passionne. Et puis, ça viendra tout seul parce que je pourrais pas, moi, par exemple, travailler 30 ans dans quelque chose qui m'intéresse pas. Ce serait juste impossible. Alors que m'imaginer travailler 100 ans, c'est impossible, mais travailler très longtemps pour faire un film ou un truc comme ça, moi, je pourrais vraiment donner tout mon temps. Merci. Je crois que ça peut être le mot de la fin parce que c'est très beau ce que tu as dit. Merci beaucoup Camille d'avoir répondu présente et d'être venue à mon micro. C'est super, c'est une super expérience. Merci à vous. Le lendemain de l'enregistrement, Le Monde titrait « Le Liban en état de catastrophe humanitaire ». En effet, comme l'a dit Camille, les Libanais ont subi depuis 2019 un effondrement financier, une catastrophe économique et sanitaire liée au Covid-19 et une explosion meurtrière à Beyrouth. Une large partie de la population est ainsi tombée dans la pauvreté et dépend désormais de l'aide alimentaire, à laquelle La Roche a participé en organisant une collecte de boîtes de lait. J'espère que cet entretien vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce magnifique pays qui ne demande qu'à renaître de ses cendres. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à Monsieur Lanier, directeur de La Roche, pour son enthousiasme à soutenir ce projet. Merci aussi à mon mari d'être mon héros du quotidien. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à poursuivre cette belle aventure.